Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the Sky! Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Gianni Haver. Valérie Gorin, Gianni Haver, on se retrouve une nouvelle fois pour parler des super-héros, mais pas que, des super-vilains et aussi des lieux d'habitation des super-héros, c'est-à-dire les univers qu'on nous vend avec justement ces personnages hors du commun. Oui, puisque les super-héros, c'est des défenseurs, hein. On s'est posé la question avec Valérie, mais qu'est-ce qu'ils défendent ? Est-ce qu'ils défendent l'univers, la Terre, les États-Unis ou la ville dans laquelle ils habitent ? Et c'est un peu tout ça en même temps hein, qu'ils vont défendre dans un ordre crescendo, en sachant que au début, les super-héros, c'est plutôt des héros solitaires. Aujourd'hui, on est habitué à les voir agir en groupe, se connaître, s'échanger. Hein. C'est vraiment la nouvelle tendance, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui n'était pas là au début. Et au début, au fond, on inventait un super-héros et on inventait la ville qui allait avec. Et pourquoi on inventait une ville qui allait avec le super-héros ? C'est parce qu'au fond, il fallait parler un peu à tous les ados américains, et donc il fallait créer une ville qui soit aucune ville en particulier, qui les représente toutes en même temps. Et en même temps, ça marquait, cette logique marquait un lieu qui est un lieu privilégié des évolutions super-héroïques, qui est effectivement l'univers urbain. Les super-héros ont des histoires urbaines, et ça, c'est une cassure importante par rapport à toute une tradition de fiction d'aventure américaine qui se passe plutôt à la frontière, dans les grandes plaines, dans la nature. Là, non, on revient à la ville, une ville au début inquiétante, qui est directement héritée d'une fictionnalisation qu'on a fait de la grande criminalité américaine des années 30. Au moment où Superman arrive, on est en plein dans cette idée que le danger c'est quoi ? Le danger, c'est la mafia, c'est les gangsters, c'est là où il faut remettre de l'ordre. On n'est pas encore en guerre, on sort du prohibitionnisme, et donc effectivement, c'est dans cet univers urbain, à la fois inquiétant et valorisant, dans lequel le super-héros peut être exposé à un public, exposé à une masse de citoyens qui observent et applaudissent ses actions, que le super-héros va s'épanouir. Puis après, on pourra décliner à partir de ça. Crime, désespoir. Ce n'est pas ainsi que l'homme était destiné à vivre. La Ligue des Ombres est un frein puissant à la corruption humaine depuis des milliers d'années. Nous avons pillé Rome, envahi les navires marchands de rats pestiférés, réduit Londres en cendres. Chaque fois que la civilisation atteint l'apogée de sa décadence, nous venons rétablir l'équilibre. Gotham n'est pas encore perdu. Donnez-moi plus de temps. Il y a des gens bien ici. Aujourd'hui, on est conscient de tout ce qui se passe autour de la planète parce qu'on a accès immédiatement aux infos de toute la planète. Je veux dire, au moment où on crée les super-héros, on est dans quelque chose de très, effectivement, tourné autour de son propre quotidien et son rayon de vie qui se résume peut-être à une banlieue, une ville, comme tu le disais, Gianni, effectivement. Voilà, c'est un univers identitaire, c'est un terrain de jeu. Dans la mesure où les comics s'adressent au départ avant tout à des enfants adolescents, effectivement, c'est le terrain de jeu, c'est ce qui se passe dans le quartier, c'est l'univers urbain, c'est le mobilier urbain, c'est pas juste le terrain de foot, mais c'est tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on trouve autour de soi. Donc on rejoint finalement cette question de la verticalité aussi des villes et de l'architecture des villes, qui est très intéressante, parce qu'on se demandait justement avec Gianni, qu'aurait fait un Spider-Man en pleine nature ? Il se serait agrippé à quoi ? Bon, aux arbres, bon voilà, mais c'est pas non plus extrêmement excitant. Il n'y a pas des baobabs de je ne sais combien de mètres. À Washington, où les maisons peuvent pas dépasser une certaine hauteur. Ouais. Bon, alors dans les canyons, il y aurait peut-être eu des choses intéressantes. Sauf que là, on aurait mélangé ça avec l'univers du Far West, qui est un autre univers et une autre référence culturelle, qui n'aurait pas permis de développer le monde propre aux super-héros. Donc il fallait leur inventer ça et leur donner justement cette question de la 3 dimensions, qui est extrêmement intéressante, qui permet aussi de construire un récit qui est d'abord avant tout un récit de course-poursuite, de chasse aux méchants. Donc cette chasse aux méchants, elle est très intéressante dans un univers qui est rempli d'obstacles. Il y a des bâtiments partout, il y a effectivement un danger supplémentaire qui est la présence démographique, des densités urbaines monumentales avec des millions d'habitants à Gotham et autres. Donc ça permet justement de rajouter aussi du danger.
outre la noirceur du vice et du crime, on a justement la question de la population civile qui doit être protégée et malgré tout, qui subit quand même les conséquences. Et on le voit d'ailleurs très bien dans le dernier... non, c'est pas le dernier, c'est Avengers 2, où il y a cette ville un peu martyre, la ville de Sokovie, qui représente un petit état d'Europe de l'Est, un petit clin d'œil d'ailleurs encore une fois à la guerre froide dans les super-héros, mais qui est une ville qui va finalement être quasiment explosée dans Avengers 2 et qui va alors valoir d'ailleurs pas mal de problèmes par la suite, qui montre finalement le danger de la destruction urbaine, qui va de pair finalement avec la notion de héros, du super-héros, qui oui va sauver des vies, mais ça passe par de la casse et c'est beaucoup plus spectaculaire dans un milieu urbain. Ultron sait que nous arrivons. Et le feu ennemi risque d'être nourri. Nous avons signé en connaissance de cause, mais le peuple de Sokovie ne l'a pas fait, lui. Alors notre priorité, c'est de les faire sortir. L'ennemi nous attaque! Évacuez la ville, tout de suite! Tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir vivre en paix. Ça n'est pas pour aujourd'hui, mais on fera tout ce qu'on peut pour les protéger. Et on peut y arriver. Bon, alors il y a la Terre, évidemment, où il y a les mondes qui ressemblent à la Terre, et puis l'espace, c'est encore un plus grand terrain de jeu, non ? Alors, c'est parfois le terrain de jeu, ça serait absurde mais c'est pas le terrain de jeu principal. C'est déjà un lieu de menace, l'espace. Il est vrai que l'espace fournit des super-héros, Superman essentiellement, et ses imitations. Il est vrai aussi que la plupart des fois, l'espace est le lieu d'où arrivent les méchants. Il y a quelques personnages ambigus, le surfeur d'argent par exemple, 66, qui permet à Jack Kirby de faire ses dessins qui semblent sortir des rêves d'un adepte du LSD et qui font très pop art. Et ça, l'espace permet ce type de dessin. On est aussi en pleine course à l'espace. Donc l'espace est d'actualité, les 4 fantastiques acquièrent leur pouvoir dans l'espace. Mais l'espace, c'est le lieu qui nous envoie Galacticus, le dévoreur de monde. Ou Thanos. Ouais. La Terre devient le lieu à défendre contre l'espace dans cette augmentation de la ville à la nation, à la Terre, puis après à l'univers. On le défend contre quoi, la Terre ? Du coup, c'est contre l'espace. Donc l'espace, c'est aussi un lieu de menace. Ouais. On pourrait venir aussi de l'espace pour avertir la Terre ou lui mettre des limites. C'est un peu le cas du surfeur d'argent qui a vu son monde disparaître et qui veut éviter, après avoir travaillé pour Galacticus, il veut éviter que ça se passe pour la Terre. Ou d'une certaine manière Superman en fait, puisque il vient pas pour avertir les humains, mais il est un peu envoyé, un peu comme une sorte de prémonition pour devenir par la suite une sorte de protecteur, ce qui est très évoqué d'ailleurs récemment dans les films, où on le transforme en figure quasi divine, et puis on s'interroge, on se dit mais finalement, si Superman, c'est une sorte de protecteur divin pour les hommes, est-ce qu'il est responsable de ses actes, et est-ce qu'il en est responsable devant les êtres humains, devant qui il rend des comptes. Mais ce qui est intéressant aussi dans le monde hors terrestre ou extraterrestre, c'est que ça permet, en termes visuels, une déclinaison d'univers qui casse un petit peu, des fois avec le côté répétitif des villes et puis des univers urbains auxquels on a l'habitude d'associer les super-héros. Donc, en termes de décor, par exemple, ça permet de faire des choses assez extraordinaires. Et on le voit d'ailleurs pas mal dans les Avengers qui s'aventurent un peu dans les espaces extraterrestres, et particulièrement dans les Thor, puisqu'en tant que dieu, il est aussi responsable, il doit aller pacifier les 9 mondes. Et dans le Thor 3, d'ailleurs, récemment, il a une aventure sur une planète complètement farfelue, qui permet du coup de développer des décors qui n'auraient aucun sens dans un monde terrestre. Donc il y a une notion aussi maintenant d'exploiter un petit peu ces univers-là, parce qu'on le renforce beaucoup dans l'univers cinématographique qui dépend justement beaucoup du visuel. Je suis le grand maître. J'organise un petit divertissement que j'ai appelé le tournoi des champions. Les gens viennent des 4 coins de l'univers contre leur gré pour y prendre part, et vous, cher ami, pourrez être parmi les prochaines têtes d'affiche. Qu'est-ce que vous en dites ? Je suis pas ton ami, j'en ai rien à cirer de ton tournoi. Je repars à Asgard. Et après, ce qu'on a dit pour les grandes plaines fonctionne aussi pour l'espace. C'est-à-dire que, au fond, si on prend un comics de base de 1948, vous aviez à peu près une 50aine de pages avec des histoires de toutes sortes. Parfois, au milieu, l'histoire de super-héros, une histoire de Far West et une histoire de science-fiction. Et donc, l'espace dans le fascicule était présent par la science-fiction, enfin le monde extraterrestre. Donc, il fallait aussi faire attention à garder les genres. Et donc, l'espace, oui, mais avec modération.
C'est vrai. D'accord, pas trop d'espace. Trop d'espace, tu l'espaces, c'est comme ça. Si on revient au côté vraiment très intime du super-héros, il habite où ? Cet aspect-là, finalement, ça les rendrait très, très humains. C'est justement la question, c'est à quel point est-ce qu'on peut les rendre hybrides et insister sur ce côté humain ordinaire. Et dans ce cas-là, dans quel lieu est-ce qu'il pourrait être lui-même quand il n'est pas super-héros, c'est-à-dire se mettre à l'aise, se montrer sous un jour ordinaire. Alors, il est présent et on l'associe, ça fait partie des attributs du super-héros, mais plutôt dans la question justement du repère, c'est-à-dire son antre, sa cave, ça peut être la Batcave pour Batman, ce sera la tour Stark pour Iron Man, qui va être le lieu finalement où il crée son armement, où il cache son identité, où il peut être plus ou moins lui-même, ça dépend des super-héros. Batman, en l'occurrence, il partage complètement ses secrets avec son majordome, qui participe à faire de lui ce qu'il est. Par contre, Spider-Man, quand il est chez sa tante May n'est pas au courant qu'il est Spider-Man, donc en aucun cas, il ne peut se montrer sous sa double identité. Donc c'est plutôt le lieu, ça va dépendre du super-héros. On est beaucoup plus dans la question du secret à ce moment-là et du lieu dans lequel il va se créer ou créer le personnage qu'il est censé devenir. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on a aussi une dimension sur la question de l'intimité et du coup du super-héros qui peut être capable de montrer ses côtés un peu brisés. Dans l'univers Nolan, le Batman 3 de Nolan, on voit vraiment un Batman qui est complètement cassé, qui est brisé, qui est en béquille, qui se balade en robe de chambre dans son manoir. Il n'y a rien sur cette terre pour moi. Il est là le problème. Vous avez raccroché votre cape, mais vous n'avez plus bougé, vous n'avez pas cherché à vivre, à trouver quelqu'un. Alfred, j'avais trouvé quelqu'un. Je sais, vous l'avez perdu. C'est également ça la vie, monsieur. Mais vous ne vivez pas, vous attendez que les choses aillent mal de nouveau. Rappelez-vous quand vous avez quitté Gotham, avant tout ça. Avant Batman. Et le manoir Wayne, à ce moment-là, incarne justement beaucoup plus le lieu où on va aller se réparer, le lieu où on va aller se reposer, alors qu'avant, le manoir Wayne, il n'avait pas une grande signification, si ce n'est qu'il cachait finalement l'entrée de la Batcave. Donc c'était plus un marqueur géographique qu'autre chose. Alors que, justement, avec l'évolution psychologique des personnages, leur lieu de vie devient aussi un lieu où ils peuvent éventuellement se ressourcer. Et c'est vrai qu'on regardait, rappelle-toi, hier, on regardait les premiers numéros de Batman de la Batcave. Donc on voit l'habitation toute petite en gris, sans aucun détail, et puis le souterrain détaillé avec les différents endroits, le garage pour la voiture. Donc effectivement, c'est ça qui intéresse. C'est parce que l'antre du super-héros est lié à sa fonction de super-héros. Et au fond, ce qui suffit de l'altérité du super-héros qui n'est pas super-héros, c'est de savoir qu'il existe et de le mettre en scène le peu qu'il faut pour valoriser sa fonction de super-héros. Ouais, l'un au service de l'autre finalement. Mais si on revient aussi au fait que certains de ces super-héros sont souvent des adolescents qui ont eu des parcours familiaux hyper difficiles, ils ont perdu leurs parents, ils sont orphelins, ils ont vécu des traumas d'enfance. Le lieu de vie devient finalement une sorte de foyer recomposé. C'est quelque chose qu'on voit très fortement chez les X-Men par exemple, où l'école du professeur Xavier devient une sorte de recomposition familiale, de grand manoir où ils se retrouvent et c'est en fait c'est le foyer, c'est là qu'ils peuvent s'épanouir, c'est là qu'ils peuvent devenir ce qu'ils sont censés être. Donc dans certains cas où le vaisseau spatial éventuellement pour les 4 Fantastiques peut devenir finalement ce lieu de vie où on se retrouve mais en tant que collectif, famille recomposée en fait, qui est assez intéressant si on met ça justement en parallèle avec la question de la vie familiale ou vie intime en fait des super-héros. C'est vrai que par exemple les 4 Fantastiques au début dans les comics ont vraiment un peu une sorte d'antre, un peu de Batcave à eux, pareil. Donc c'est vrai que cet univers-là a été exploité. Et puis, effectivement, je suis assez d'accord, il y a cette chose entre le collège et la caserne qu'il y a dans les X-Men. Ouais, ou les Avengers, on les livre. Ou le foyer pour enfants difficiles. Oui, voilà, exactement. Le foyer pour enfants difficiles, une terre d'accueil aussi, un petit peu, à l'image des États-Unis, en fait. Les États-Unis, terre d'accueil de plein de personnes différentes. Et ça permet aussi de lancer l'idée des origines des super-héros, qui ne sont pas tous américains, même s'ils ont un statut américain très clair, mais qui viennent souvent d'ailleurs et qui deviennent américains par choix, par logique, par il y a plein de raisons pour le faire. Donc cette idée de lieu est aussi déclinée par le fait que l'Amérique est une terre d'accueil
pour beaucoup de super-héros. Il y en a de tout à fait américains, bien sûr. Alors, qui n'est pas américain, par exemple ? Superman n'est pas américain. Oui. Namor n'est pas américain, Wonder Woman n'est pas américaine, Black Panther n'est pas américain. Et ce qui est intéressant de tous ces 4 personnages, c'est que leur lieu d'origine à eux, c'est Atlantis, c'est Krypton, c'est des lieux qui n'existent pas. Je suis le roi T'Challa, fils du roi T'Chaka. Je suis le souverain dirigeant de l'État du Wakanda. Et pour la première fois de notre histoire, nous partagerons nos connaissances et nos ressources avec le monde extérieur. Donc ça permet de ne pas valoriser un autre pays existant, donc de valoriser la migration, le devenir américain, l'embrasser les valeurs américaines, tout en occultant, en mettant en voile une parenthèse du lieu d'origine. Et là où le lieu d'origine est cité, c'est généralement la Russie, le Japon et l'Allemagne, c'est pour les méchants, pour les vilains. Alors ceux-là, ils viennent bien de quelque part. Ce qu'on retrouve là, en fait, c'est ce qu'évoque Gianni, c'est aussi ce côté justement de rattacher ça aux valeurs américaines, c'est le principe de la terre promise. Il y a ces très beaux petits poèmes, si vous allez visiter la Statue de la Liberté, un joli poème qui a été écrit par Emma Lazarus, où elle cite justement ces magnifiques phrases où il dit « Donnez-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables, tes déshérités », et c'est ce qu'on retrouve chez les super-héros. Ça peut être parfois carrément des monstres comme Hulk, ça peut être des gens avec des origines très diverses, ça peut être des orphelins, ça peut être des aliens. Et ce que l'Amérique a de meilleur, entre guillemets, c'est de prendre les compétences, de valoriser ce que les gens ont de mieux en eux et de les intégrer pour construire la nation américaine. Et donc ces super-héros deviennent finalement américains par la capacité des États-Unis de valoriser le cosmopolitanisme. Et en même temps, ils deviennent pas forcément des super amis des terriens, ou c'est pas une adhésion à l'amour des êtres humains qu'ils font. C'est plus une adhésion à la cause. Et les valeurs et le patriotisme américain, ce qu'ils mettent en avant, c'est la défense de la liberté, la défense contre l'oppression, contre la barbarie. Et ce que ces super-héros, finalement, viennent faire sur Terre, c'est qu'ils adhèrent avant tout à la lutte idéologique qui est menée, et c'est ce qui les fait rester sur Terre. C'est le cas pour tous. Thor, il semble pas hyper attaché aux humains. Il est à part, lui fait un grand écart monstrueux puisqu'à la base c'est un dieu et que dans le personnage, le récit il est écartelé entre la mythologie scandinave et puis sa nécessité, puisqu'il est quand même créé à la fin des années 50, je crois début 60, dans une Amérique qui est encore assez puritaine. Donc on peut pas lui faire vivre les aventures que le dieu Thor vit dans la mythologie scandinave. Il est polygame, il est plutôt méchant, etc. Et même dans la mythologie, sa relation avec la Terre, Midgard, elle est extrêmement mise de côté. Il est très dédaigneux avec les êtres humains. Et même dans la BD et le film, quand il arrive sur Terre, il y vient parce que son père l'a puni, il vient chercher son marteau, et le reste des êtres humains, ils s'en fichent complètement. Donc pour ça, on va lui inventer une raison de rester sur Terre, et donc là, effectivement, c'est l'argument amoureux qui marche le mieux. On lui crée sa partenaire humaine, Jane Foster, et c'est seulement par la suite, dans le comics, qu'on lui donne sa partenaire, entre guillemets, divine, qu'il a dans la mythologie, qui est la déesse Sif. Mais là, il y avait justement la problématique de devoir le rendre éventuellement adultère ou une double relation amoureuse. Donc bref, il se succède entre sa relation avec Jane, sa relation avec Sif. Mais là, c'est plutôt justement l'amour qui va, entre guillemets, lui faire finalement apprécier ses chers êtres humains. C'est le cas pour Wonder Woman aussi, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un pilote américain. Mais c'est vrai que pour Thor, il y a ce problème-là. Pour lui, à la base, les humains, c'est des fourmis. Et c'est pareil pour Namor. Il n'a aucune compassion avec les humains. Et c'est là où l'adhésion devient plus forte, effectivement. C'est les valeurs, pas les humains. Il ne veut pas sauver l'humanité, il veut sauver les valeurs défendues par... Il ne faut pas oublier que dans le premier, deuxième ou troisième volume de comics de Thor s'en va combattre Fidel Castro. Et il le tue, hein. Ah oui. Donc, voilà. Et donc, il y a une adhésion au combat américain. Et Namor, donc le prince d'Atlantide, emparenté avec Poséidon, donc à lui aussi moitié dieu, passe son temps à couler des sous-marins nazis. Donc, voilà, il y a ces gens pour qui, effectivement, les humains, c'est des fourmis, ils sont des demi-dieux, mais ils sont quand même du côté américain. C'est une manière de dire God is with us. Dieu est avec nous. Oui, voilà. Oui. C'est quand même marrant que Thor, avec son marteau, aille dégommer un gars dont le symbole est le marteau et la faucille. Par rapport à Castro, juste. C'est juste, voilà. C'est vrai. C'est quand même vachement pratique quand on n'a pas forcément les moyens ni la possibilité d'aller zigouiller les ennemis de la patrie en vrai avec l'armée. C'est toujours pratique d'avoir des super-héros sous la main, fictionnels, pour le faire
comme si on voulait un petit peu comme ça exaucer une sorte de vœu secret à travers les comics, et puis surtout cette volonté qu'on a dans les comics toujours de se rendre justice soi-même ou à travers des super-héros, parce que peut-être l'armée, le gouvernement, la police ne suffisent pas. C'est très prégnant quand même ça comme idée. C'est très cathartique aussi. Bien sûr, il y a des moments fantasmés, surtout dans la guerre froide, pendant la guerre froide, qui sont incroyables. Première aventure de Hulk se conclut avec l'explosion atomique de Moscou. Le méchant a été créé par Nikita Khrouchtchev. Donc il y a vraiment une possibilité d'aller au-delà, mais même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis rentrent en guerre le 7 décembre 1941, les comics américains rentrent en guerre tout de suite avec l'invasion de la Pologne. Donc il y a un regard vis-à-vis des ennemis de la nation qui va même au-delà de ce que la nation peut se permettre d'exprimer dans la fantaisie des comics, car moyen pauvre, fantaisiste, d'exprimer des... La deuxième vague, c'est le 11 septembre, juste après le 11 septembre, la première adaptation au cinéma qui lance vraiment la nouvelle grande vague des super-héros au cinéma, c'est en 2008, c'est Iron Man. Tony Stark, un visionnaire, un génie, un Américain patriote. Grâce aux clés du royaume, Tony inaugure une ère nouvelle pour l'héritage de son père. Armes plus intelligentes, robotique de pointe, ciblage par satellite. Aujourd'hui, Tony Stark a changé le visage des industries de l'armement, en veillant sur la liberté et en protégeant l'Amérique et ses intérêts autour du globe. On va chercher finalement le meilleur représentant de l'industrie militaire américaine et on lance ces aventures où ? En Afghanistan, où les Américains viennent de démarrer la guerre. Donc là, ils vont plutôt servir aussi à sauver l'honneur américain, à exorciser aussi le trauma de l'attaque sur New York et finalement d'anticiper ce que la coalition armée américaine fait sur le terrain. Et vu qu'on est sur le 11 septembre et sur l'importance des lieux, il ne faut pas oublier que la première adaptation cinématographique de Spider-Man, enfin importante de Spider-Man parce qu'il y en a des précédentes un peu plus cheap, il y avait une scène avec une voiture et des méchants collés à la toile d'araignée entre les tours jumelles. Oui. Et on était pile au moment où les tours jumelles n'étaient plus là. Donc effectivement, là, il a fallu effacer la scène. Changer l'affiche aussi. Il avait carrément il y avait aussi une affiche. Affiche. Le lancement avait été fait avec cette scène qui était particulièrement importante apparemment. Et visuellement extraordinaire. Voilà, mais évidemment, c'était plus possible. Les lieux ont leur importance, surtout quand ils sont plus là. Valérie Gorin, Gianni Haver, est-ce que parmi tous les mondes qu'on a cités, est-ce qu'il y a un monde qui a étrangement peut-être pas encore été exploré par les super-héros? On a le monde subaquatique, on a les airs, on a l'espace, on a les villes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à explorer? Peut-être l'univers en lien avec le feu ou avec l'univers volcan. Je pense, je sais pas, l'univers, le magma sous-terrestre, ça pourrait être une question. On pourrait réfléchir finalement au lien des super-héros avec les éléments. C'est difficile de répondre à une question comme ça parce qu'en fait, l'univers n'est pas infini, mais il est pas loin de l'infini. Donc évidemment, nous on connaît aujourd'hui notre panoplie, c'est en gros les héros DC et Marvel. Mais ça, il faut en rajouter 10 fois plus qui ont été créés par d'autres éditeurs qui aujourd'hui sont hors course, qui n'existent plus, mais qui ont alors décliné tout et n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment, surtout au début, où la capacité créatrice était complètement lâchée à la fantaisie des ados qui écrivaient les histoires, parce que les ados lisaient pas seulement les histoires, c'était aussi des ados qui les écrivaient. Donc c'était vraiment, en gros... Mais par contre, j'ai l'impression que l'univers central reste l'univers américain. La déclinaison nationale a été faite dans les pays d'origine, parfois tentée comme ça, donnée comme un petit bonbon pour les publics secondaires qui ont été les autres pays, mais j'ai l'impression que, un peu comme beaucoup de productions hollywoodiennes, le pays Amérique reste central, même s'il y a des super-héros canadiens, australiens. Il y a un univers peut-être qui va être exploré, qui commence à l'être un petit peu, c'est plutôt les univers mythologiques, donc les royaumes ou les lieux d'origine des super-héros non terrestres, entre guillemets. On l'a vu beaucoup avec récemment le Wakanda dans Black Panther, ça a été un petit peu évoqué dans Wonder Woman avec le monde des Amazones et l'île dont elles viennent. C'est quelque chose qui a aussi été montré dans Thor avec Asgard, donc
L'exploitation et le développement des effets spéciaux au cinéma, c'est clair, le rendent extrêmement intéressant. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans le futur. Ou alors, pas forcément des univers, mais des périodes, avec des relations passé-présent et des super-héros qui voyagent dans le temps, comme on l'a vu pas mal chez les X-Men notamment, qui vont permettre plutôt cette fois des dialogues entre des époques différentes plutôt que des mondes différents. C'est drôle de train. Il se déplace par lévitation magnétique, c'est bien ça? Oui, ça se voit. Oui, ça se voit, mais j'en ai jamais vu d'une telle efficacité. C'est quoi ces espèces de lampadaires? Des stabilisateurs soniques. Des quoi? Dans sa forme brute, le vibranium est trop dangereux pour être transporté à cette vitesse, alors j'ai développé une technique pour le neutraliser temporairement. Il y a du vibranium dans ces trains? Et il y a du vibranium partout autour de nous. Mais c'est vrai que le Wakanda est un cas intéressant parce qu'au fond, le Wakanda, c'est une Amérique africaine. Ouais. Voilà, ça ressemble à rien à l'Afrique. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Africains qui disent c'est incroyable, il faut quand même que, en fait, pour que l'Afrique puisse créer quelque chose, qu'elle ait été aidée par une puissance parallèle, ce qui sous-entendrait que seule, elle serait incapable de créer quelque chose d'aussi extraordinaire. Ouais. Ce qui est quand même une critique très légitime. Très légitime et qui a été peut-être un peu éclipsée par le côté très dithyrambique sur Black Panther et le côté très fier d'être africain. Mais on se dit quand même, si on regarde Black Panther, ils lui ont collé un maximum de super pouvoirs. Wakanda, c'est vraiment le monde parfait imaginaire, comme si pour être un super-héros afro-américain, il fallait égaler, entre guillemets, 10 ou 15 ou 20 super-héros blancs. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est un petit peu problématique, où on se dit pourquoi ils n'ont pas réussi finalement à créer quelque chose qui serait pas un pur copier-coller amalgamé des super-héros blancs, et quelque chose qui serait vraiment spécifique à un super-héros qui ne se revendique pas finalement de l'idéologie WASP. Peut-être aussi parce que finalement les créateurs restent encore et avant tout des créateurs nord-américains, et qu'il serait intéressant de voir à quel point ils sont capables aussi d'engager des dessinateurs et des créateurs qui seraient pas issus de ce milieu culturel-là. C'est vrai que c'est un secteur casse-gueule, parce que l'alternative, ça aurait été d'en faire un sorte de stéréotype d'africanité avec un côté tribal ou voodoo des Antilles, ou alors des bas quartiers new-yorkais, chanteurs de rap. Donc c'est vrai que on peut tomber facilement dans le cliché aussi, un prénom d'autres voix. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais effectivement, pourquoi pas tout simplement une version tout à fait noire d'un super-héros américain en fait. Renvoyer à l'Afrique, disons le principal super-héros noir américain, c'est aussi une manière de dire que cette société composée d'Irlandais, Italiens, Allemands, donc de gens qui viennent de partout dans le monde, est renvoyée à son lieu d'origine, surtout quand c'est des Noirs. Donc, voilà, alors que c'est pas le cas pour les blancs. On ne sait pas si tel ou tel super blanc est d'origine irlandaise ou allemande. C'est pour ça qu'on utilise le terme WASP, White American, c'est quoi anglo-saxon, protestante. Ouais. Eh bien tout ça tombe très très bien, puisque pour le prochain épisode de Up in the Sky, on va creuser un petit peu plus ce côté WASP et se dire, est-ce qu'il existe un super-héros au-delà du WASP? Jenny Haver, Valérie Gorin, je pense que vous avez du pain sur la planche. Yeah. Exactement. Retrouvez Up in the Sky en version intégrale en podcast. Collard 3. À suivre.